Que mon mari, Reed, envoie des textos à l'autre femme après seulement 3 jours de lune de miel n'était pas surprenant. Il était en train d'en tomber amoureux depuis des mois. Ce qui était surprenant, c'est que nous soyons allés jusqu'au bout de notre mariage, malgré les preuves de plus en plus nombreuses que notre relation risquait de s'effondrer sous le poids de tout ce que nous y avions accumulé depuis un an. À présent, en regardant Reed sur la terrasse de notre appartement de location en Espagne, souriant à la pensée d'une femme qui n'était pas moi, j'avais envie de fracasser son verre de vin rouge au sol et de jeter son téléphone dans la Méditerranée. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers la cuisine. Je me suis laissée glisser sur le sol et j'ai enfoui ma tête dans mes mains. Dans les mois qui avaient précédé le mariage, nos amis et notre famille nous avaient demandé, avec tact, si nous comptions toujours le maintenir, compte tenu de tout ce qui se passait. Quelques semaines à peine auparavant, le frère de Reed l'avait pris à part pour lui dire d'attendre avant de signer l'acte de mariage, juste au cas où. Le tumulte de l'année écoulée nous avait étourdis. Vers l'époque de nos fiançailles, nous avions ouvert notre relation. Bien que nous ayons fait nos recherches sur la non-monogamie éthique, nous avions tout de même pratiqué l'esquive, la bouderie et le sabotage. Nous avions été imprudents, inconsidérés et dissimulateurs. En regardant Reed tomber amoureux d'une autre femme, je m'étais accrochée à mon propre antidote, des rapports sexuels occasionnels avec une succession d'hommes et de femmes. Malgré nos meilleures intentions de construire une relation plus flexible et durable, nous avions poussé la nôtre jusqu'à son point de rupture. Désormais, à quelques jours de notre lune de miel, j'envisageais de mettre fin à notre histoire d'amour, ce qui signifiait que mes pensées dérivaient vers ses débuts. Reed et moi nous sommes rencontrés à l'université. C'était un garçon de la campagne aux yeux verts qui jouait du banjo et mangeait du varech directement dans la mer. Il a attiré mon attention avec son rire. En marchant sur le campus, je me surprenais à sourire dès que je pensais à Reed, ce qui arrivait constamment. Il ne m'a pas fallu longtemps pour lui dire que je l'aimais. Dès que je l'ai fait, les mêmes mots ont jailli de sa bouche, comme s'il les avait retenus pendant des semaines. Après un an de relation, Reed a suggéré que nous nous écrivions des lettres, que nous les enterrions près d'un arbre sur une falaise surplombant une crique voisine, puis que nous les lisions un an plus tard. Les lettres ne sont pas la raison pour laquelle nous sommes restés ensemble une année de plus, puis une décennie entière après cela. Elles nous ont seulement encouragés à considérer tout ce qui avait mené à leur rédaction et tout ce que nous espérions pour la suite. Au moment de notre lune de miel, je m'étais préparée à la fin apparemment inévitable de notre relation. En entrant dans la non-monogamie, ma plus grande crainte était que Reed tombe amoureux de quelqu'un d'autre et me quitte. À présent, cela semblait être une possibilité réelle. Affalée sur le sol de la cuisine de notre location, je pensais à la façon dont, depuis un mois, notre licence de mariage trônait sur notre table de salle à manger. Blanche, macabre, comme un objet fait pour hanter. Avant notre départ pour l'Espagne, une amie m'avait demandé si nous avions signé notre licence de mariage. Pas encore, avais-je répondu. Attendez peut-être après votre lune de miel, m'avait-elle conseillé. C'est beaucoup plus facile d'envoyer ces documents que de les annuler. Mais, étant quelqu'un qui aime cocher les cases de sa liste de choses à faire, j'ai déposé la licence signée dans la boîte aux lettres la veille de notre départ. C'était le côté officiel du mariage qui avait toujours heurté mes convictions sur le partenariat moderne. Au moment de nos fiançailles, Reed et moi étions ensemble depuis plus de 11 ans. Et bien que nous nous voyions plus comme un vieux couple marié, que comme des amis mariés depuis peu, nous devions souvent répondre à des questions sur notre engagement. Les gens nous poussaient à officialiser notre lien, comme si le mariage était le seul moyen de légitimer notre amour. Reed et moi étions sceptiques face à une vision aussi réductrice. Nous nous sentions choisis l'un par l'autre plutôt que liés. Nous savions que notre amour était réel, même s'il n'était pas légalement reconnu. Pourtant, la pression montait. Étant une femme, je la ressentais plus intensément. Il y avait quelque chose de déstabilisant à se faire demander à plusieurs reprises si je pensais que Reed allait me demander en mariage. Comme si la question ne portait pas sur le fait de savoir si Reed et moi nous aimions, mais s'il m'aimait assez. Cette question égratignait une insécurité spécifique qui peut se loger chez les femmes, à qui l'on dit que leur valeur est liée à leur mariabilité. Malgré mes valeurs féministes, j'avais même commencé à confondre le fait d'être mariée avec le fait d'être aimable. Finalement, j'ai dit à Reed que je pensais que nous devions officialiser les choses. Nous voulions vraiment faire la fête. Nous nous aimions depuis plus d'une décennie, ce qui nous semblait être une raison suffisante pour danser. Mais nous nous demandions s'il y avait un moyen d'échapper aux conventions.
Nous avons envisagé de rebaptiser l'événement Célébration de l'amour, ce qui nous paraissait plus fidèle à notre objectif, mais nous craignons que nos amis et notre famille ne considèrent pas cet événement comme prioritaire si nous ne l'appelions pas un mariage. Au début de notre lune de miel, nous avions affectueusement appelé le voyage notre luna de miel. La fin, nous l'appelions notre luna de L. La première nuit terrassée par une intoxication alimentaire. J'ai expulsé tout le repas de suivant puis le poisson pourri. Nous nous sommes risqués vers le jacuzzi pour le trouver glacial. C'était cependant des désagréments que nous pouvions apprécier. Nous pouvions lever notre verre de vin et applaudir l'humour de l'univers. La partie de la lune de miel qu'il était plus difficile de prendre à la légère était le sentiment que cela pourrait être nos dernières vacances ensemble, le début de la fin. Je pouvais le sentir le jour où j'ai fait de la randonnée seule dans les montagnes, le matin où j'ai passé des heures à sangloter au bord de la mer. Je pouvais le sentir dans l'avion quand nous nous tenions la main en silence, les paumes moites de sueur. Notre lune de miel a été sombre à l'extrême. Un échec spectaculaire. Et pourtant, au moment où nous sommes rentrés de ces vacances malchanceuses et sans sexe, je me sentais plus sûre que jamais que nous avions fait le bon choix en nous mariant. Quand les gens nous demandaient si nous allions annuler le mariage, je leur répondais que je voulais toujours faire la fête. Et pourquoi pas? Reed et moi étions ensemble depuis si longtemps, notre amour l'un pour l'autre était si grand, qu'il méritait un grand final. Après tout, la plupart des rites de passage marquent l'achèvement de quelque chose, une remise de diplôme, un départ à la retraite, un anniversaire. Les mariages sont une exception, une célébration d'un amour actuel et d'un avenir potentiel. N'était-ce pas un peu à l'envers? Nous nous sommes dit, et si nous nous marions pour célébrer la réussite d'une belle relation? Et si nous partions en beauté? Nous avons tenu la cérémonie sous un chêne géant dans une prairie d'altitude. Quand nous nous sommes embrassés, nos amis et notre famille ont crié de joie, nous inondant de pétales de rose carmin et pêche. Nous avons bu du cidre artisanal et mangé de la paella et des tartes maison. Nous avons dansé. Une fois la musique terminée, Reed et moi nous sommes allongés sur le dos dans l'herbe couverte de rosée et avons regardé les étoiles filantes. J'ai tiré mon manteau de laine sur nous alors que les coyotes hurlaient au loin. Nous sommes restés éveillés jusqu'à l'aube. Je comprends maintenant, a dit Reed alors que j'étais dans ses bras. Je comprends pourquoi nous avions besoin d'un mariage. Pendant les mois de préparatifs, je n'avais imaginé que la fête. Je voulais danser et festoyer. La cérémonie elle-même n'était qu'une simple formalité. En y repensant. Pourtant, je pense d'abord à la cérémonie, nous deux debout sous ce chêne, partageant des anecdotes sur nos 12 années ensemble, la tête renversée par le rire. C'est la cérémonie, et non la fête, qui nous a encouragés à revenir au début et à nous rappeler pourquoi nous faisions la fête. Tout simplement. Après notre lune de miel, nous n'avons pas divorcé. Bien que l'année précédant notre mariage ait altéré notre relation, les fissurés de craquelure, la forme fondamentale est restée. Belle d'une manière différente et plus intéressante. Les 4 années écoulées depuis notre mariage ont été nos plus engagées et joyeuses. Pourquoi? Comme déterrer des lettres d'amour longtemps enfouies, le mariage nous a forcés à réfléchir à l'importance que nous avions l'un pour l'autre. Et une fois les pressions sociales retombées, celle de se marier, celle de vivre une lune de miel parfaite, nous avons pu revenir tranquillement à notre façon non conventionnelle, et oui, toujours ouverte de faire les choses. Sans compter que les tracas juridiques d'un divorce ont aidé à tempérer tout mécontentement. Quoi qu'il en soit, il est amusant de penser que le mariage, ce rite de passage archaïque, que nous étions si réticents à adopter, a été la clé pour sauver notre relation.